Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à Son Excellence M. Mohamed Bazoum, qui est le président de la République du Niger. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, de prime abord, permettez-moi de vous adresser mes chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux de succès pour votre brillante élection à la présidence de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Je voudrais saluer le leadership et l'engagement du secrétaire général des Nations unies, M. Antonio Guterres, en faveur de la paix et du développement, de l'action climatique, de la maîtrise de la pandémie de la Covid-19, ainsi que ses efforts soutenus dans la recherche des solutions aux différents foyers de tension à travers le monde. Monsieur le Président, alors que nous sommes dans la décennie d'action pour la réalisation des objectifs de développement durable, l'urgence climatique crée des besoins humanitaires en même temps qu'elle exacerbe les défis de développement qui existent déjà. Des preuves alarmantes émanant du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat montrent que des points de basculement majeurs et de renversement irréversibles ont peut-être été atteints, voire même dépassés. Du fait du dérèglement climatique, le continent africain est exposé à l'aggravation de l'insécurité alimentaire, au déplacement des populations, aux sécheresses récurrentes et à la pression des ressources en eau. Devant l'urgence de cette situation, je me réjouis du fait que lors du dialogue spécial de haut niveau sur le thème de l'Afrique que nous voulons organiser le 20 juillet 2022 sous les auspices des Nations unies, la communauté internationale ait reconnu que la COP27 prévue en Égypte en novembre prochain est une opportunité unique d'ajuster ce déséquilibre. À cet égard, je tiens à exprimer l'attachement du Niger à la proposition des négociateurs africains d'un nouvel objectif de 1 300 milliards de dollars de flux financiers d'ici à 2025 pour mieux faire face aux défis climatiques. Au Sahel, l'ensemble géographique auquel appartient mon pays, le Niger, les changements climatiques qui influencent négativement les activités agricoles et pastorales ainsi que les ressources en eau sont également la cause des sécheresses extrêmes, de pluies diluviennes parfois et d'une augmentation des températures supérieures à la moyenne mondiale. C'est pourquoi le Niger accorde une attention toute particulière à l'initiative africaine de la Grande Muraille verte qui s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Monsieur le Président, sur le plan sécuritaire, la situation au Sahel s'est dégradée ces dernières années. Aussi s'est-elle dégradée au Niger de façon considérable du fait d'un environnement sous-régional particulièrement défavorable. Tout était parti, on s'en souvient, de l'année 2011 et de la chute du régime libyen auquel n'a jamais pu, jusqu'à ce jour, se substituer un pouvoir stable qui ait pu exercer une véritable autorité sur l'ensemble du pays. Aussi, le vaste territoire du sud de la Libye est-il devenu une plateforme du crime transnational organisé où prospèrent les trafics des armes, de drogue, de carburant et de migrants, entretenant une insécurité structurelle dans l'ensemble des pays du Sahel du voisinage. Le Mali, qui a succombé depuis 2011 à cette violence générée à partir de la Libye, ne s'en est jamais véritablement remis. Il est devenu à son tour un foyer d'incubation d'un terrorisme propre au Sahel, profondément affecté par les effets du changement climatique, remettant en cause la pratique de l'élevage pastoral.
Cet écosystème de la violence a eu un effet d'aubaine sur les jeunes bergers de communautés les plus affectées par le dérèglement climatique, chez qui se sont développées de nombreuses vocations terroristes. Du nord du Mali, ce fléau s'est propagé vers le Niger, le Burkina Faso et tente désormais de s'étendre vers les pays du Golfe de Guinée. Cette violence comporte un tel potentiel de déstabilisation des institutions étatiques qu'elle a eu raison des régimes démocratiquement élus du Mali et du Burkina Faso, respectivement en 2020 et en 2022. Le Niger, mon pays, en plus de ce foyer terroriste dit des trois frontières, Mali, Niger, Burkina, fait face à un autre foyer terroriste dans le bassin du lac Tchad où opèrent les différents groupes qui se réclament de la nébuleuse Boko Haram. Monsieur le Président, en dépit des pesantes contraintes liées à ce contexte que je viens de décrire, mon pays fait preuve d'une grande résilience basée sur une gouvernance toute de sagesse, promouvant la culture de la tolérance et de la cohésion entre les communautés, ainsi que les règles de la démocratie et de l'état de droit. C'est cette option, résolue en faveur des droits et des libertés, qui a permis l'organisation des élections transparentes qui ont consacré la première alternance à la tête de l'État en vertu de laquelle un président démocratiquement élu a passé le témoin à un autre président démocratiquement élu en 2021. Notre expérience du Niger prouve, s'il en était besoin, que la voie la plus sûre pour conjurer les effets de la violence terroriste, c'est de renforcer le régime démocratique et non autre chose. La guerre contre le terrorisme nous impose en ce moment de consacrer des ressources importantes destinées à l'accroissement des effectifs de nos forces, à l'acquisition d'équipements adéquats et au renforcement des capacités de nos soldats. Permettez-moi de saisir, Monsieur le Président, la présente occasion pour remercier nos différents partenaires engagés à nos côtés dans ce combat contre le terrorisme. Je voudrais en particulier remercier la France, dont l'action à travers l'opération Barkhane constitue un atout majeur dans le rapport de force contre nos ennemis. Je remercie également les États-Unis d'Amérique, la République fédérale d'Allemagne, ainsi que tous les autres pays engagés à nos côtés selon diverses modalités aussi précieuses les unes que les autres. Monsieur le Président, il me paraît néanmoins indispensable de relever ici que l'engagement de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme au Sahel comporte des lacunes qui méritent d'être identifiées et prises en charge. En effet, ce terrorisme tire une grande partie de ses ressources financières du trafic transsaharien de la drogue en direction de l'Europe et de l'Asie via la Libye. L'essentiel des armes qui inondent le marché de la violence terroriste sahélienne viennent également de Libye. Nous sommes, me semble-t-il, en l'espèce face à une problématique qui n'est pas particulièrement compliquée. Pourquoi dès lors n'a-t-il pas été possible de mettre en place un dispositif adéquat avec les moyens nécessaires à cet effet pour combattre ce phénomène convenablement? Il est temps, Monsieur le Président, que notre réflexion collective, les grandes puissances présentes dans cette région et la communauté internationale de façon entière, avec nous, les pays de cette région, il est temps qu'ensemble, nous puissions engager une réflexion bien plus pertinente que nous l'avons fait jusqu'à présent, de façon à définir une action qui soit efficace dans la lutte contre le trafic de la drogue et le trafic des armes au Sahel. Monsieur le Président, malgré les défis auxquels nous faisons face, tels que décrits plus haut, le Niger entend rester un État solide et stable, adossé à des institutions démocratiques, résolument engagées dans le combat contre la pauvreté et pour le développement. Notre conviction profonde à cet égard est que le moyen le plus efficace pour combattre la pauvreté
consiste dans la promotion du système éducatif. Les défis de développement pour le Niger sont résumés par les statistiques simples suivantes. Un taux de croissance démographique annuel de 3,9%, un indice synthétique de fécondité moyen de 7 enfants par femme, une première maternité pour près de 50% des filles avant l'âge de 15 ans, une population âgée à 50% en moyenne de 15 ans. Ces statistiques en disent long sur l'état du système éducatif dans notre pays. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à agir avec résolution pour améliorer les choses en la matière. Aussi, le programme sur la base duquel nous avons été élus par le peuple du Niger vise-t-il à agir sur le double front de l'amélioration de l'accès et de la qualité de l'offre scolaire. S'agissant de la qualité, nous avons décidé de mettre un accent particulier sur la qualité de la formation des enseignants et une professionnalisation de la fonction de l'enseignant. En ce qui concerne l'amélioration de l'accès, notre politique met l'accent sur la construction d'infrastructures scolaires. L'autre aspect particulièrement important sur lequel je vais insister de notre programme éducatif vise l'équité du genre et réside dans la construction des internats pour les filles dans les collèges ruraux. En effet, du fait de la précarité des conditions de vie des enfants dans les collèges ruraux, loin de leurs parents, ceux-ci ont tendance à empêcher leurs filles de poursuivre leurs études. Ces adolescentes, aussitôt sorties du circuit scolaire, sont données en mariage, ce qui explique certaines des statistiques que j'ai annoncées plus haut. Les internats, en offrant aux filles la quiétude et la sécurité souhaitées par leurs parents, leur offrent en même temps les conditions pour poursuivre leurs études avec la possibilité de durer à l'école et d'y acquérir les compétences scolaires et professionnelles nécessaires. La généralisation à grande échelle des internats de filles dans les collèges ruraux, tout en contribuant à l'amélioration des performances du système éducatif, contribue également à la réduction du taux de croissance démographique. Monsieur le Président, si j'ai quelque peu insisté sur nos ambitions dans le domaine de l'éducation pour un pays comme le Niger, après avoir parlé du changement climatique, du terrorisme et de l'insécurité au Sahel, c'est parce que nous avons conscience que ces trois questions, à savoir la démographie, le changement climatique et l'insécurité, sont intimement liées. En effet, le terrorisme à l'œuvre au Sahel aujourd'hui a partie liée avec les conditions de vie de certaines communautés dont l'environnement a été passablement perturbé par les changements climatiques. Le Sahel est par ailleurs, ces dernières décennies, un espace qui a connu une poussée démographique particulièrement élevée. Ces deux phénomènes, à savoir la démographie et la dégradation du climat, en se combinant, ont créé à la faveur du désordre régional consécutif à la chute du régime du colonel Kadhafi en 2011, la situation de chaos que vivent les pays du Sahel aujourd'hui. C'est pourquoi, pour les Nations Unies, pour la communauté internationale, s'émouvoir et disserter sur la violence terroriste ne suffit pas. Il faut agir en investissant les ressources qu'il faut dans l'éducation pour lutter contre la violence d'aujourd'hui et prévenir les violences de demain. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au nom de l'Assemblée, je remercie le Président de la République du Niger de son allocution. Je demande au protocole de raccompagner son Excellence. L'Assemblée va maintenant entendre une